Nous allons maintenant passer au Togo. Les réformes constitutionnelles ont été opérées à l'Assemblée nationale le 8 mai dernier. Côté coalition, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à dire coalition des 14, mais apparemment eux-mêmes sont très attachés à ce nom. En tout cas, côté coalition, on estime que ces réformes sont taillées sur mesure pour le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé. Par ailleurs, la délégation de l'Union européenne au Togo a, de son côté, salué l'adoption des réformes constitutionnelles par l'Assemblée nationale. La représentation de l'UE au Togo estime que ces réformes adoptées par consensus constituent des avancées majeures pour le Togo. Nous saluons, dit la délégation, l'adoption de ces réformes par l'Assemblée nationale. Certes, on n'a pas encore étudié tous les détails, mais le fait que ce soit adopté et par consensus, c'est un grand pas pour le pays, a laissé entendre Bruno Hans, chargé d'affaires par intérim de la délégation de l'UE à Lomé à l'occasion de la célébration de la journée de l'Europe. David Diaboy, voilà deux tons contradictoires. D'un côté, la coalition qui invective, de l'autre, l'Union européenne qui se félicite. Oui, parce que c'est le constat qui a toujours prévalu. Hein. On ne peut jamais être d'accord avec les accords politiques ou les réformes qui ont été opérées selon le camp dans lequel on se retrouve. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut remarquer d'abord qu'il y a des réformes qui ont été opérées. C'était le vœu de beaucoup de Togolais depuis très longtemps. Ces réformes ont été une exigence, une réclamation de l'opposition et d'une partie et de la population togolaise, parce que le rapport il y a un rapport qui avait présenté que la majorité des Togolais appelaient aux réformes. L'afrobaromètre. Voilà, l'afrobaromètre. Et donc le premier constat, c'est que les réformes ont été faites. Maintenant, qu'elles soient faites pour favoriser un camp par rapport à l'autre, je pense qu'il revient au peuple togolais de se prononcer lorsque ce peuple est appelé à donner sa décision ou sa voix lors du référendum ou comment ça va être fait. Et donc, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas UNIR faire les réformes en défaveur de son parti. Même si c'est l'opposition qui était au pouvoir aujourd'hui au Togo, l'opposition ferait des réformes qui seront en sa faveur. C'est tout à fait normal. Maintenant, des deux constats, il y a un arbitre. Et cet arbitre, c'est le peuple togolais qui décidera si oui ou non il est d'accord avec ces réformes. Mais ce qu'on a gagné en premier, c'est que les réformes tant réclamées ont été faites. Malheureusement, l'opposition n'était pas présente à l'Assemblée nationale parce qu'elle a décidé de ne pas prendre part à la dernière élection, aux dernières élections législatives. Ça, c'est un fait. C'est UNIR et le reste des partis de l'opposition qui a posé les pas de la réforme, de ces réformes. On a demandé la limitation de mandat, on l'a eu. On a demandé le scrutin à 2 tours, on l'a eu. Je pense que c'était les deux grandes exigences qui devaient être contenues dans les réformes. Ça a été contenu. Maintenant, si on estime que les réformes ont été taillées pour favoriser un parti ou un président ou l'actuel président, c'est le discours qui va forcément être tenu par les opposants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si l'opposition était au pouvoir aujourd'hui au Togo, je pense que les réformes allaient être taillées pour empêcher peut-être un autre camp d'arriver un jour au pouvoir aussi. Alors ça veut dire que l'invective de la coalition, c'est normal, elle est faite pour s'opposer, donc elle s'oppose, c'est ça? Non, vous savez, moi, après ces réformes-là, je suis parti par deux constats. Parce qu'à aucun moment, vous prenez l'opposition, la société civile et même les analyses politiques, à aucun moment, personne n'a pris, disons, ces réformes-là en bloc et les rejeter. Ça voudrait dire quelque part que ces réformes-là contiennent des éléments substantiels qu'il faut donc considérer. Et partant de là, je pense que ces réformes-là, disons, respectent de vieilles réclamations de l'opposition, notamment le mode de scrutin à 2 tours et la limitation du mandat. Et lorsque l'opposition part du constat du fait que ces réformes-là sont taillées sur mesure, et on estime que lorsque Faure Gnassingbé fera donc acte de candidature, les autres candidatures ne sont que des candidatures de témoignage, je pense que c'est mal faire le débat. Parce que je pense, à moins que le cas togolais ne soit un cas atypique, on a toujours dit, suivant les grands analystes, que
le mode de scrutin à deux tours a toujours favorisé l'opposition. Donc je pense que c'est le moment que ces opposants-là puissent fédérer leur énergie pour pouvoir empêcher le parti au pouvoir de pouvoir avoir la majorité absolue et donc de le pousser au deuxième tour qui leur serait donc favorable. Mais ici le constat est clair, c'est parce que nous avons en face une opposition qui maladroitement estime que ces convictions sont pour la plupart du temps partagées par les Togolais, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, je pense que UNI accepte volontairement de prendre donc un certain nombre de remarques sur le terrain et les partage. Ça fait qu'aujourd'hui, les déçus de l'opposition sont en train d'acquérir par la majorité présidentielle. Et partant de là, nous avons une opposition qui ne fait rien et qui est là, qui ne prend pas donc langue avec la population. On est là parce qu'on estime que voilà, il y a la population togolaise qui partage forcément le fait que Faure Gnassingbé a fait 2 mandats et qu'il ne lui en vaudrait plus un quatrième mandat. Donc partant de là, je pense que cette opposition est toujours dans un carcan qu'on lui connaît et qui ne lui permettra pas aujourd'hui d'arriver donc à pouvoir tirer meilleur profit de ces réformes-là qui sont néanmoins saluées. Parce que c'est à justice que l'Union européenne a salué donc ces réformes-là que j'estime qui ont permis à cette assemblée-là que eux-mêmes estiment, étant donc des députés nommés, qui ont su donc visser aussi longtemps leur nom dans les agendas politiques togolais. Donc vous voyez, dans cette conjoncture politique-là, je pense que l'opposition devait donc prendre de la hauteur en regardant réellement ces réformes comme étant des réformes qui sont opérées, qui sont saluées partout. Essentiellement aujourd'hui, c'est que nous avons un repère qui consiste à dire que c'est vrai que ces réformes-là ont laissé des ouvertures pour les potentiels présidents qui viendront de pouvoir donc opérer des réformes au regard de leur vision, au regard de leur société, de leur projet de société par rapport à cela. Donc je pense que cette opposition, au lieu de continuer par protester, je crois qu'il faudrait mieux qu'ils prennent donc disons les bâtons de pèlerin, d'aller donc au sein de la population pour pouvoir donc acquérir la confiance de cette population. Alors, David, quand on a l'Union européenne qui se félicite, on a vu également un communiqué, enfin des propos de l'ambassadeur de France qui s'est félicité, et qu'on a la coalition qui invective finalement, est-ce qu'elle ne parle pas pour ne rien dire? Tous ne peuvent pas se mettre d'accord. C'est même la Constitution américaine. Je pense qu'il y a des gens, des oppositions qui s'opposent tout le temps lorsque la Constitution est touchée. De toutes les façons, le contenu des réformes ne peut pas requérir, ne peut pas réunir l'accord total de la classe politique ou des partenaires internationaux. Ça veut dire que vous êtes tellement intelligent qu'il n'y a plus de faute. Il y a des gens qui doivent s'opposer. Pourquoi ils s'opposent? Ils s'opposent parce qu'ils ont lu dans ces réformes la volonté d'un parti de tracer la voie à leur président pour faire encore 2 mandats. Au départ, c'était limitation de mandat. Ça fait des années que l'opposition demande ou exige depuis que l'ANC et les autres partenaires étaient à l'Assemblée nationale. Ce sujet avait fait longuement débat. Ils exigeaient la limitation de mandat. Aujourd'hui, la limitation de mandat a été acceptée. Il y a quelques années, je ne pense pas que le RPT et puis après UNIR accepterait de limiter le mandat du président de la République, puisqu'on a mis des années avant d'avoir ces limitations de mandat. L'opposition demande le mode de scrutin à 2 tours. On l'a eu. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui au sein de l'opposition, c'est que l'opposition estime que les 3 mandats du chef de l'État devraient être comptabilisés. Alors, s'il faut aller au-delà, et on a l'impression, quand on finit de porter des jugements, on a l'impression que l'opposition a peur d'aller aux élections. Et l'opposition est sûre que si elle va aux élections, à la prochaine présidentielle au Togo, le candidat de UNIR va gagner, qui qu'il soit. C'est le moment aujourd'hui à l'opposition de refondre toutes les erreurs qu'elle avait commises, tout ce qui avait manqué dans sa stratégie pour sécuriser le vote, pour être sûr que les résultats qui seront envoyés sont les vrais. C'est le moment à l'opposition togolaise de véritablement poser les bases et de réfléchir. Lorsque vous avez une opposition qui d'abord ne s'entend pas, je parle du constat de la C14, où ils avaient fait
ils étaient ensemble, et puis après, il y a eu des départs, après, il y a eu des départs. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés à 5 ou 6 partis de l'opposition, voilà. Lorsque des partis de l'opposition guettent les pas des autres partis de l'opposition pour leur tirer dessus à tout moment, aujourd'hui, cette opposition ne peut pas convaincre parce que derrière, il y a le sacrifice qui a été fait par une partie des Togolais. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des exilés, mais derrière tout ce constat, quel résultat on a aujourd'hui? Il n'y en a pas. Et donc, si UNIR accepte de faire les réformes, il faut d'abord s'en satisfaire. Si UNIR accepte de faire la limitation de mandat, accepte le mode de scrutin à 2 tours, je pense quand même que c'est à l'opposition maintenant d'aller sur le terrain, de poser véritablement les bases d'une réflexion profonde pour trouver les solutions à leur division, au fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour aller à une élection ensemble. Il est quand même assez extraordinaire que chaque fois, lorsqu'on a en face un adversaire qui fait des sacrifices à un moment, il faut comprendre que vous devez vous remettre en cause et avancer. Avancer pour faire le bilan de ce que vous avez posé comme acte. Avancer pour de nouvelles perspectives. Mais quand vous vous limitez à des réclamations, à des dénonciations, le temps passe et aujourd'hui, UNIR fait un travail assez formidable sur le terrain. Bientôt, c'est les locales. Vous avez vu le temps que l'ANC a mis pour appeler ses partisans allaient se faire inscrire. Le temps que la C14 a mis pour appeler ses partisans allaient se faire inscrire. Alors qu'au même moment en face, vous avez votre adversaire politique qui a déjà pris de l'avance sur vous. C'est toute la question aujourd'hui. Alors ici, quand la coalition dit quand même que c'est des réformes taillées sur mesure pour le chef de l'État actuel, c'est quand même une critique qu'il faut prendre au sérieux aussi. Non, vous savez, c'est vrai que David l'a dit tout à l'heure qu'à aucun moment, nulle part au monde où on a opéré des réformes et que la totalité de la population ou bien de la classe politique puisse les accepter. Mais ici, je pense que le cas togolais est un cas particulier. Aujourd'hui, c'est vrai que, comme je le disais tantôt, ces réformes-là, en profondeur d'ailleurs même parce que UNIR est allé même au-delà. Il a beaucoup fait de concessions, il est allé même au-delà de ce qu'on lui réclamait, qu'il soit au niveau de la CEDEAO, qu'il soit même au niveau de cette coalition de l'opposition d'antan qui existait. Mais pas de là tout, moi je pense que ce n'est pas une critique à prendre au sérieux, parce que aujourd'hui l'opposition estime que lorsqu'il faudrait toujours réclamer, du moins faire comprendre à la population que ces réformes-là sont taillées sur mesure, c'est qu'on a en face encore un auditoire qui les écoute. Or, c'est un disque qui est déjà rayé et que la population togolaise veut quand même du concret. Ce que l'opposition aujourd'hui n'arrive véritablement pas à donner à cette population-là. Parce qu'au vu du cafouillage, ce qu'on a connu, une opposition qui s'est beaucoup tiré les balles dans les pieds et qui n'est pas arrivé véritablement à pouvoir convaincre cette population-là de cette volonté de pouvoir donc opérer ces réformes-là qui n'ont même pas pu opérer par le passé parce qu'ils ont passé le temps et ont voulu. C'est là où la population togolaise se pose la question de savoir est-ce qu'on veut véritablement qu'on arrête un jour et qu'on puisse donc avoir des repères pour pouvoir nous amener à une alternance ou carrément qu'on puisse être dans une position d'opposition et qu'on continue donc par prolonger parce que vous vous en souvenez depuis 2014 que cette question était véritablement posé sur la table, on pouvait donc arriver à les faire. Donc ça voudrait dire que, quelque part, nous avons donc une opposition qui tire meilleur profit de ce rallongement-là et ne veut jamais qu'on puisse arriver à avoir un repère. C'est là toute la question. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même changer de posture et pouvoir donc monter à cette population-là du concret. Donc embrasser carrément le terrain pour pouvoir quand même dessiner autre chose. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on reste confiné dans une position d'éternelle réclamation en disant que ce sont des réformes qui sont taillées sur mesure, je pense que UNIR a fait beaucoup de concessions que normalement l'opposition devait saluer. Parce que lorsqu'on oriente le débat sur la personne de Faure Gnassingbé, on n'arriverait jamais à résoudre les problèmes donc de limitation du mandat, de tout ça. Il faut passer parce que ce n'est pas des réformes personnalisées, c'est des réformes parce que toute réforme est d'abord effectuée pour permettre, disons, de pouvoir donc réguler
disons, le fonctionnement de la population. C'est ce qui est fait. Donc, je pense qu'il faudrait donc considérer ces réformes-là comme telles au lieu de rester dans une position de pouvoir toujours les rejeter. Mais David, quand vous prenez l'article 158 qui a introduit qu'il faut que la limitation de mandat ne s'applique pas au mandat écoulé et au mandat qui est en cours. Quand vous prenez un article 175 qui est également décrié où on dit que le président ne peut pas être arrêté, poursuivi, détenu pour des actes qu'il aurait commis dans l'exercice de son mandat, beaucoup trouvent que ça, c'est délivrer un blanc-seing à l'actuel président. D'abord, qui peut se représenter 2 fois et qui ne pourra jamais répondre d'un certain nombre d'actes qu'il aurait commis. Pas seulement du président actuel, mais de tous les présidents qui viendront après fort. C'est-à-dire que si en 2020, c'est un candidat qui est élu président et qu'après 5 ou 10 ans de mandat, il finit son mandat et ces 2 mandats, il part, il ne peut pas être poursuivi par la justice. Donc ce n'est pas seulement sur la personne de Faure Gnassingbé, c'est plus sur la personne de tous les présidents qui suivent. Ça veut dire qu'il y a une fixation inutile sur Faure Gnassingbé par rapport à l'article 75? Pour le moment, oui, parce que c'est lui qui est au pouvoir. On n'a pas, le Togo n'a pas encore d'ancien président, sauf l'ancien président de l'Assemblée nationale qui avait assuré l'intérim. Donc il n'y a pas tous les anciens présidents véritablement connus sont morts, Olympio Bruniski et Adema, etc. Donc, parce que c'est lui qui est au pouvoir, on pense que cet article a été tracé pour lui. Mais non, l'article a dit tout président, pas celui qui est au pouvoir actuel, mais tout citoyen togolais qui est appelé, qui est élu président de la République. Mais je pense que c'est une proposition aussi de l'actuelle Assemblée nationale. Et cette proposition peut faire objet de discussion lorsque l'Assemblée nationale changera de couleur politique. C'est tout à fait normal, puisque la loi constitutionnelle, la Constitution de notre pays prévoit que des modifications interviennent dans la Constitution si le besoin se fait sentir. Donc si dans 5 ans, la nouvelle Assemblée nationale porte les couleurs de l'opposition, l'opposition peut apporter des modifications à cet article-là. Alors, pour moi, je dis, il ne faut pas fixer tout sur le chef de l'État actuel. Parce que, en fixant tout sur le chef de l'État actuel, l'opposition commet l'erreur de reconnaître déjà sa défaite avant les élections. Puisque tôt ou tard, le chef de l'État actuel partira. Il ne restera pas éternellement au pouvoir. À un moment, il va vieillir, il va mourir, il va partir, comme son père, ou comme tout autre Togolais. Et donc, il se pourrait que l'opposition aussi arrive au pouvoir. Si l'opposition arrive au pouvoir et qu'elle estime que cet article n'est pas bien séante, elle peut demander sa modification à tout moment. Alors, si on fixe tout sur le chef de l'État, ça, pour moi, ça veut dire que l'opposition reconnaît déjà sa défaite aux prochaines élections. Alors, sur le repositionnement du chef de l'État aux 2 prochains mandats, mais qu'est-ce qui détermine qu'en 2020, ou qu'est-ce qui prouve qu'en 2020, le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, va remporter les élections? Moi, je n'arrive pas à comprendre ce discours de l'opposition. Lorsqu'on dit... On parlera de fraude... Mais si, pendant, on a fait des élections présidentielles dans ce pays, on en a connu depuis 93, 98, etc. Chaque fois, c'est le même discours. On nous a volé, Mais qu'est-ce que le voleur fait pour que chaque fois, il arrive à vous voler depuis 93 jusqu'à 2020 bientôt? Si vous restez dans votre posture d'être volé, on vous volera tout le temps. Mais aujourd'hui, les choses ont avancé. Prenez vos responsabilités, investissez. Moi, je vous dis que j'ai été observateur sur une élection présidentielle. Je suis allé dans une région au Togo, mais je vous dis que j'ai fait beaucoup de centres de vote. Je n'ai pas trouvé de représentants de l'opposition. Et on vous dira qu'on n'en a pas. Ce n'est pas UNI qui viendra mettre des observateurs à la place des observateurs de l'opposition. C'est un peu ça le problème. L'opposition togolaise n'a pas les moyens. On leur dit de se mettre ensemble. Un coup, ils se mettent ensemble. Après une petite période d'escapade, ils se séparent. Et donc, tout le monde veut aller à ces élections en rang dispersé. Ça fait que les forces sont fragilisées. Et l'adversaire en face, il est toujours resté uni. À chacune des échéances électorales dans ce pays, UNI est toujours resté uni. Elle met les moyens à la disposition de ses militaires, etc. Elle les sensibilise à la fin. Aujourd'hui, aller auprès des militants de l'opposition, ils vous diront
pour le moment, c'est voilà, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour le moment, et voilà, etc. Alors qu'en face, vous avez un adversaire qui prend de l'avance. Il faut que l'opposition se remette en cause pour véritablement avancer, si elle a envie d'avancer. Alors, quand on suit quand même le Jean-Pierre Fabre, lui, il a eu quand même des propos la semaine dernière au niveau de Tchévi assez durs. Il a traité les députés de la 6e législature de malfaiteurs parce qu'il dit qu'ils ont tronqué le rallongement du mandat des députés qui passe de 5 ans à 6 ans contre la possibilité pour l'actuel chef de l'État de faire 2 mandats. C'est un écart de langage? Naturellement, parce que moi, j'ai entendu ces propos, ça m'a fait sourire. Parce que quelque part, parce qu'il faudrait comparer, lorsqu'ils tiennent ces propos-là, il faut comparer ces propos-là par rapport à leur législature. Vous avez en face une opposition qui ne voulait même pas qu'on limite le mandat des députés. Et cette même opposition vous dit qu'aujourd'hui, étant donné que ces députés-là ont limité du moins le mandat, même si c'est rallongé à 6, entre les deux, qui est malfaiteur? Je pense que la question mérite d'être posée. Parce qu'aujourd'hui, je pense que cette assemblée, comme je le disais tantôt, est arrivée quand même à viser son nom aussi longtemps dans les agendas politiques togolais. Parce que je pense que ces écarts de langage n'ont plus leur raison d'être. Et si ce n'était pas le passé, heureusement qu'ils ont su quand même tirer meilleur profit de leur errement, de ce qu'on peut appeler par le passé, disons, des prix de position un peu... disons négligés parce que c'est les intérêts qu'ils avaient mis par devant tout et ils n'ont véritablement pas pris en compte, disons, les préoccupations profondes de la population togolaise. Sans quoi, je pense que ces réformes-là, lorsqu'on veut les comparer, et ce qui est pire, c'est que on n'arrive quand même pas à pouvoir anticiper. Lorsqu'on tient des propos, on oublie carrément qu'on a tenu un certain nombre de propos et par rapport à... Parce que quand on est en politique, il faudrait quand même pas perdre de vue qu'il y a des trucs qui nous rattrapent. Aujourd'hui, lorsque Jean-Pierre Fabre prononce ce genre de propos, réellement c'est que ça frustre l'opinion nationale, voire internationale. Parce qu'il y a des trucs, quand on va sortir ces propos-là, je ne pense pas que Jean-Pierre Fabre puisse être en bonne posture. Donc je pense que j'estime, à mon humble avis, que au-delà du fait qu'on puisse donc tergiverser sur des questions qui pour moi sont des questions, qui sont des détails, il faudrait quand même carrément qu'on puisse avoir le courage de reconnaître le travail bien fait de cette assemblée-là, qui, après quelques mois seulement, a pu quand même poser, disons, des diagnostics courageux que eux, leur législature, pendant 2 législatures, n'ont pas pu quand même poser. Et on laissait dans le champ libre. Donc je pense que c'est une question qu'il faut vraiment méditer en profondeur. Alors David, ma question revient. Ça veut dire que cette opposition-là, elle s'oppose simplement parce qu'elle doit s'opposer, c'est ça? Elle ne peut pas non plus dire oui, bon, tout était très beau dans la réforme, nous l'acceptons comme tel. Il faut qu'elle dise quelque chose pour qu'on sente qu'elle s'oppose. Oui, dans une première mesure, oui. Parce que l'opposition est dans son rôle de s'opposer. Mais elle aurait en même temps pu faire un travail intellectuel en prenant les 29 articles modifiés, les analyser et dire tel est bon, sur tel autre nous pensons qu'on aurait pu faire comme tel. Ça n'a pas été ça. On dit bon, c'est des malfaiteurs. On dit non, je suis choqué par cette réforme. Non, je pense que Jean-Pierre Fabre a été un peu trop loin et il a exprimé peut-être aussi la position d'une partie des Togolais qui estiment que le travail qui a été fait par l'Assemblée nationale actuelle ne reflète pas l'adhésion totale et populaire de notre pays. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale a une mission assez fondamentale, c'est d'aller très vite. Et Jerry Tama, que je respecte beaucoup, l'avait dit dans une de ses sorties au lendemain de son élection, que la priorité aujourd'hui, c'est la réforme. Et l'Assemblée nationale a tenu parole, elle a débuté ses assises avec la question des réformes. Aujourd'hui, c'est acté. Il faut maintenant passer à la phase supérieure. L'opposition togolaise est dans son rôle de dénoncer. Au-delà de tout, il y a des acquis. Dans ces nouvelles réformes, il y a des acquis. Moi, je ne veux pas avoir le côté personnalité de l'actuel chef de l'État. Non, bon, je veux voir les acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est qu'il y a au Togo, au moins le Togo fera partie des nations. Je pense que dans le temps, c'était le Togo et la Gambie qui avaient refusé. Aujourd'hui, la Gambie est rentrée dans le jeu, le Togo l'a rejoint. Dans la limitation de mandat, en tout cas au Togo,
C'est acté. Aujourd'hui, on sait que la limitation de mandat va intervenir dans très prochainement. Et qu'on aura un mode de scrutin à 2 tours, ce qui avait très longtemps avait été réclamé par l'opposition. Pour moi, c'est des acquis. Maintenant, quand on met derrière ces acquis un visage politique, un visage d'une personnalité, parce qu'on estime qu'on a tracé le chemin au chef de l'État, les élections, c'est en 2020. Organisez-vous, mettez-vous ensemble, prouvez que vous avez envie de diriger ce pays et que vous écoutez la voix de la population. Mettez-vous ensemble, allez à ce combat et faites valoir vos capacités et vos forces. Ne restez pas derrière les dénonciations. On en a tellement entendu, et du côté de l'UNIR et du côté de l'opposition. Aujourd'hui, il faut penser au peuple togolais et il faut avancer. Oui, c'est ce que j'aimerais ajouter en réalité. Je pense que l'opposition est en train de multiplier jusqu'au jour d'aujourd'hui des déboires. Parce que c'est vrai qu'on peut estimer qu'il n'y a jamais eu de tests figés. D'ailleurs, nous avons connu des tests qui ont été votés le matin et ont été donc démis la soirée. Mais est-ce que cette opposition-là est dans une poursuite de pouvoir amener peut-être les gouvernants ou du moins c'est la majorité présidentielle à pouvoir revoir sa copie? Je n'y crois pas, parce que lorsqu'on est dans une position de pouvoir, disons, d'injurier, parce que lorsqu'on estime que c'est une opposition malhonnête, comme Jean-Pierre Fabre l'a dit, est-ce que c'est une poursuite qui permet à ce qu'on puisse revoir? C'est vrai que les tests pris dans leur ensemble peut amener chacun ou presque tous d'entre nous à pouvoir, on aurait bien voulu qu'il y ait des tests qui puissent revoir un certain nombre de correctifs. Mais est-ce que cette opposition-là est dans une bonne poursuite pour pouvoir amener donc la mouvance présidentielle à pouvoir revoir sa copie? Je n'y crois pas, et je pense que désormais, au lieu de rester dans cette manière de pouvoir rejeter pour rejeter, c'est-à-dire la politique politicienne, ça n'arrange pas la population togolaise. Que la population togolaise aujourd'hui a pris de la hauteur et sait réellement analyser les choses. Je pense que ces tests-là, comme vous venez de le dire tantôt, pouvaient être pris dans leur globalité, les analyser et trouver des points. Parce que, quoi qu'on dise, je pense que la mouvance présidentielle a toujours l'oreille attentive sur cette opposition qui se trouve être une opposition extra-parlementaire aujourd'hui. Parce que lorsque on estime qu'il faudrait encore réviser les listes électorales, c'est l'une des préoccupations de cette assemblée, de cette opposition extra-parlementaire qui a été respectée, sans quoi on pouvait donc appeler le corps électoral sans pouvoir faire ces réformes-là. Ça voudrait dire quelque part que nous avons en face un pouvoir qui a toujours oreille attentive à cette opposition, quand bien même qu'elle n'est pas au niveau de l'Assemblée. Donc c'est à l'opposition de pouvoir tirer meilleur profit de cette profil-là que présente aujourd'hui la mouvance présidentielle et de pouvoir montrer autre chose que ce que nous avons connu par le passé, parce que les Togolans en ont même perdu de leur vie et que cela ne peut plus fructifier, ne peut plus faire grand recette. Il faudrait quand même tourner la page. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Débat intéressant, calme et très posé. Notre troisième invité n'a pas pu arriver, c'est pas grave. Merci à Adam Adjonou, merci à David Djabavi. Merci à vous de nous avoir suivis. On est ensemble demain.